Bienvenue sur Afrique Atlas. L'AES, l'Alliance des États du Sahel, est en train de bouleverser toutes les prévisions géopolitiques et géostratégiques de la zone ouest africaine. Et la pandémie Découvrez de les Covid nous l'a montré. déclarations de Nous sommes tous l'ex-ministre des Affaires vulnérables étrangères du face Bénin, à M. certains défis. Aurélien Donc, il Agbenossi, faut que nous sur fassions en les sorte sanctions que illégales les jeunes, de la au-delà de leur CEDEAO, ainsi conscientisation, que sur ne se la radicalisent. résilience des États Et de l'AES. Merci, Monsieur le Président de séance. C'est vrai que beaucoup d'amis ici seraient surpris que je ne m'exprime pas sur ce sujet-là. Je suis heureux que le débat ait contribué à dédiaboliser ce qu'on appelle l'Alliance, qui, somme toute, est une réunion de 3 États qui ont décidé de travailler ensemble, de survivre ensemble. Je suis Aurélien Agbenossi. Jean-Paul Carteron m'a fait l'honneur de me demander d'être son conseiller spécial sur les affaires stratégiques et africaines. Il se trouve que j'étais ces 7 dernières années ministre des Affaires étrangères de la coopération du Bénin. Mais avant cela, j'ai passé plus de 25 ans aux Nations Unies, d'où je suis parti comme sous-secrétaire général. Et je suis arrivé au Mali comme coordonnateur résident, coordonnateur humanitaire, 10 jours avant le coup d'État de Sanogo, qui nous a conduit à tout ce que l'on sait aujourd'hui. Donc, c'est presque un devoir moral pour moi de m'exprimer dans ce débat pour dire 3 ou 4 choses. La première, c'est que lorsque nous nous engageons, lorsque les États s'engagent à sanctionner les prononciaments, les coups d'État militaires, ils oublient quelque chose de très fort, les coups d'État institutionnels. Au niveau de la population, ça a la même valeur. Lorsque vous venez aux élections par des règles, et que parce que vous voulez perdurer au pouvoir, vous changez ces règles, ça s'appelle aussi un coup d'État. Il est seulement institutionnel. C'est la première chose. Je dis toutes ces choses que j'ai apprises par ma petite expérience de ministre libre qui aujourd'hui donne des conférences à l'université, va parler dans des associations de femmes, que ce soit au Bénin, en Afrique ou en Europe, ou même en Amérique latine. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le fait que les États doivent respecter les règles qu'ils se donnent. Le ministre Abdoulaye Diop, qui a partagé avec moi ce qu'on appelle les valeurs de l'action humanitaire, c'est que, quelle que soit la sanction, quelle que soit la situation de belligérance, on ne touche pas à la dimension humanitaire. On ne peut pas prendre des sanctions qui vont conduire à la mort de bébés, qui vont conduire à la mort des femmes, qui vont conduire à la destruction de populations innocentes qui ne comprennent même pas ce qui se passe. Et ça, on l'a fait. Et le fait que des institutions, des États, que je respecte parce que je sais que c'est des États sérieux, que le fait que des institutions, des États aient soutenu cette approche, et spécialement, je me suis senti très interpellé lorsque l'ambassadeur du Niger a parlé tout à l'heure. Lorsque des institutions des pays sérieux soutiennent cette démarche, je trouve que cela est inacceptable. Et si notre forum peut rappeler ces principes en disant, quand il s'agit d'humanitaire, c'est un no-go en ce qui concerne les sanctions, quel que soit ce qui se passe. Faire vivre les enfants, faire vivre les femmes, faire vivre les populations civiles, c'est une règle qu'on doit respecter. La troisième chose, c'est que aujourd'hui, vous avez une sorte d'éveil de conscience de la jeunesse. Le paradigme a changé complètement. Lorsque je vais parler dans les universités, les gens m'interpellent. J'ai eu des questions sur l'AES, dans une université du Bénin, où les jeunes disent, mais pourquoi est-ce que vous diabolisez ces États qui se sont organisés pour survivre? Quand au Mali, Kidal est resté occupé pendant des années et que vous n'avez pu rien faire, vous les autres États africains, ils ne parlent même pas des États occidentaux. Et c'est déjà une jeunesse consciente qui ne jette pas la pierre aux puissances extra-africaines. Ils interpellent les autres États africains, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez rien fait, ils se sont organisés, ils ont trouvé d'autres partenaires. Vous savez, quand un enfant n'arrive pas à trouver à manger, s'il voit le diable qui passe, qui lui propose une baguette de pain, il achète cette baguette de pain et il la mange. Et donc, ça aussi, ce paradigme est en train de changer, où la jeunesse, en Afrique de l'Ouest, je ne vais pas dire qu'elle se radicalise, je vais dire qu'elle se conscientise. Et il faut éviter qu'elle se radicalise. Parce que moi, j'ai vécu dans cette organisation qu'on appelle Nations Unies, où c'est l'interdépendance, c'est la capacité de comprendre que nous sommes tous engagés dans un monde commun. Et la pandémie de Covid nous l'a montré. Nous sommes tous vulnérables face à certains défis. Donc, il faut que nous fassions en sorte que les jeunes, au-delà de leur conscientisation, ne se radicalisent pas. Et
la dernière chose que je voudrais dire et insister très fortement dessus, et le ministre Abdoulaye Diop l'a dit tout à l'heure, mon frère du Burkina l'a aussi exprimé, c'est vrai, beaucoup de problèmes que l'on exprime aujourd'hui sont en fait des problèmes entre les dirigeants. Les populations continuent de se fréquenter. Les populations continuent de vivre ensemble. Les populations continuent de se marier, de commercer et de faire beaucoup de choses ensemble. Alors je voudrais que si notre forum, le forum de Crans-Montana, peut faire quelque chose, et j'aime bien ce qu'a dit notre ami le ministre Barrio de la colonie de Saint-Egidio, c'est que nous ayons une gestion intelligente des crises, que nous comprenions que les sanctions ne servent à rien. Les sanctions ne créent que des frustrations, des radicalisations. Nous devons avoir une gestion intelligente des crises parce que Denis de Rougemont, qui est un humaniste suisse, a dit une chose très importante. Quand l'intelligence déserte le forum, la médiocrité s'installe et tout finit en dictature. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention qui donne aussi un autre point de vue, mais disons pour regarder loin, disons, hein, sur la base de ce qui se passe maintenant et prendre aussi conscience d'un certain nombre de choses qui ne marchent pas. Par ailleurs, juste pour la question européenne, une petite parenthèse. Peut-être les plus âgés d'entre vous se rappelleront de la Convention de Lomé numéro 1, hein, qui était faussement définie une convention de développement, parce que d'ailleurs c'était un accord international entre le plus grand groupe du Sud et du Nord. C'était une convention sans aucune conditionnalité. Mais c'était une convention dans laquelle il y avait le dialogue comme point de départ. Or, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est important, disons, que nous comprenions, mais important aussi que vous compreniez un peu l'Union européenne. C'est que, disons, évidemment, on n'était pas à un moment où l'Union était un sujet politique, mais en réalité, il faisait de la politique à travers le commerce et le développement, hein, ce qu'on appelait le développement. C'était une convention hautement politique. Alors, au fur et à mesure que la politique est entrée dans l'Union, à juste titre, hein, eh bien, la première chose à travers laquelle s'est exprimée, c'est d'ajouter des conditionnalités politiques. C'est-à-dire, au lieu de construire les gens sur la crédibilité et les réseaux, eh ben, et ça, ce n'était pas une volonté parce que, voilà, il y avait du mauvais dans l'air, mais parce qu'il y avait la nécessité d'avoir un instrument pour pouvoir dire, voilà, je dois me présenter pour tels qu'ils sont. Alors, ce que je vois est qu'en réalité, dans certaines attitudes qui sont probablement un peu trop, disons, de refus-dialogue, hein, ou un peu trop disons, de fixité, il y a un peu une sorte de paradoxe, une sorte de sublimation du fait qu'en réalité, l'Union européenne, comme sujet politique, a grandi, mais jusqu'à un certain point. Contrepoids, eh ben, on radicalise sur les aspects de sanctions, de non-dialogue, de déclarations très fortes. Compréhensible, nos sociétés aussi sont complexes, 27 États membres, mais je trouve hein, qu'on a un peu perdu, disons, de ce qui était, disons, un point de départ important, Lomé, qui était vu à l'époque très politiquement et dont il y avait des messages à partir de ça sur lesquels, à mon avis, l'Union n'a pas construit politiquement suffisamment. Hein. Elle a construit ailleurs, mais n'a pas construit. Donc, je rappelle ça parce que maintenant, c'est un peu de l'archéologie, hein, cette convention, et aussi ce que cela avait ouvert comme possibilité. Et souvent, dans mes fréquentations en Afrique, depuis maintenant, j'ai un certain âge, mais enfin, bon, il y a toujours un peu ce truc. Mais vous êtes changé, vous avez changé. Qu'est-ce qui se passe? Non pas pour absoudre tout, parce que ce n'est pas le cas. Ça ne serait même pas un partenariat, celui de dire non, tout va bien, mais enfin, c'est quelques points de repère, disons, j'ai l'impression, qui ont été perdus pour construire quelque chose de nouveau, un dialogue, mais que ce soit un peu plus. Et parfois, il ne suffit pas de dire je suis un partenaire, je ne suis plus un donateur. Hein, ça, ce sont de belles formules, mais à la fin de compte, par la suite. Voilà. Emmanuel, j'ai vu que tu voulais dire quelque chose. Non, je voulais réagir à l'intervention de monsieur. Non, je veux dire que pour ce qui concerne les sanctions, l'Union européenne a décidé de fournir l'aide humanitaire dans toutes les situations. Je dois dire que, par exemple, quand il y a eu la crise avec le Niger,
Et moi-même, j'ai écrit une lettre à tous les leaders de l'Union européenne pour demander l'exemption pour l'aide humanitaire des sanctions qui a été décidée par la CEDEAO. Parce que quelquefois, on va appuyer les sanctions, mais on doit être précise, pas surtout pour la question des sanctions. Et ça, c'est pour moi vraiment important, parce qu'on peut faire toutes les critiques que vous voulez, mais pour l'aide humanitaire, on a continué à être le premier fournisseur d'aide humanitaire dans le Sahel pour tout le temps. Et on va le faire toujours parce qu'on reste à côté de la population. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui me rend vraiment fière. L'autre chose que je vais vous dire, c'est vrai qu'on a encore des problèmes, je l'avais dit au début, mais en même temps, je sais, quand je participe à des réunions des Africaines qui s'interrogent sur l'identité, sur comment continuer, quelles sont les bases pour le futur, et je parle de l'Union européenne, et je dis attention, parce que c'est vrai qu'on a commencé avec la colonisation et autre chose. Mais l'Union européenne n'est encore pas parfaite par rapport à l'Afrique, mais a changé beaucoup. L'Union européenne aujourd'hui n'est pas l'Union européenne des années 60 du siècle passé. Alors il y a des questions, et la question de l'aide humanitaire, pour moi, c'est un des signaux qui représente cette prise de conscience de l'Union européenne, qui n'est pas parfaite, mais on a vraiment maturé dans les années beaucoup de choses. Alors, si on parle de la relation, on doit parler de la relation contemporaine entre nous. C'est encore difficile, mais contemporaine. Merci. Merci beaucoup. Merci, Manuela. Maintenant, Madame la ministre Barbosa. Ah non, bon, allez-y. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, mon nom, c'est Suzanne Moncassa. Je parle dans le contexte de la société civile. Je suis engagée depuis des années avec les associations des femmes et je travaille avec les femmes de tous les coins de l'Afrique, en fait. Alors, je vous remercie pour les informations que nous avons eues de Monsieur le ministre. Et oui, merci beaucoup pour le Sahel. Pour moi, c'était important de vous entendre parce qu'on entend beaucoup de choses. Maintenant, au cours des réunions que nous organisons avec les femmes ici, les femmes qui vivent ici et qui viennent de différents pays, y compris les pays du Sahel, parce que nous faisons des réunions ensemble, je vous livre une des observations qui revient assez souvent quand même durant les réunions. Les femmes disent, premièrement, l'Afrique est en train de s'accoucher. Et un accouchement, c'est toujours compliqué, c'est toujours difficile. OK, ça c'est OK, là, il n'y a pas de problème. Mais la question qu'elle soulève souvent, c'est lorsque nous disons que l'Afrique veut être indépendante, comment se fait-il qu'il y a d'autres pays qui viennent et qui disent qu'ils soutiennent l'Afrique, et qu'est-ce que ces pays-là apportent de plus que les pays qui étaient là avant, dont nous disons, bon, c'est ce que les femmes disent. Alors, une autre observation, ça c'est plutôt pour M. Giraud, parce que vous avez parlé de la RCA. Au cours des réunions que nous avons avec les femmes, elles reviennent souvent sur la question des femmes en RCA. Elles reviennent sur les violences terribles que subissent les femmes en RCA. Et elles se posent la question, si tel est le cas de la situation de ces femmes en RCA, qu'est-ce qui va se passer dans d'autres pays d'Afrique lorsque les mêmes groupes vont se mettre là-bas? Est-ce que ce sera pour la libération de l'Afrique et la libération de la femme africaine? Voilà les questions que je vous soumets et qui viennent des différentes réunions que nous tenons avec les femmes. Merci. Merci beaucoup, très clair. Après, on va répondre. Oui. Bonjour, mon nom c'est Suzy Barbosa. Je suis l'ancienne ministre des Affaires étrangères de la Guinée-Bissau, comme bien dit le ministre Diop. J'étais à l'époque, comme il a aussi bien dit, la présidente du Conseil de ministres de la CEDEAO. Et moi, je suis témoin, bien sûr, de tous ces efforts, tout ce qu'ils ont fait pour être écoutés, pour avoir un dialogue direct avec la CEDEAO.
Monsieur le ministre, vous savez tant bien comme moi, et je fais un effort pour parler en français, vous savez que je suis lusophone, mais ce que le ministre a dit, c'est qu'ils ont vraiment fait un effort pour avoir un dialogue direct avec les chefs des États. Mais nous, et surtout mon frère Aurélien peut aussi confirmer, nous sommes des ministres. Nous n'avons pas la décision dans le cadre de la CEDEAO. Nous sommes les gens qui transmettent ce que les chefs d'État décident. Et la CEDEAO, bien sûr, c'est une décision des chefs d'État. Et aujourd'hui, je pense, Monsieur le ministre, que l'histoire a démontré que vous aviez la raison. Je dois vous féliciter surtout pour votre résilience. Aujourd'hui, peut-être les gens pensaient que vous allez changer de position. Et ce que la CEDEAO a rendu compte, peut-être que c'est la CEDEAO qui doit changer la position. Aujourd'hui, je rends compte qu'avec des nouveaux chefs d'État, comme le nouveau chef d'État du Sénégal, quelqu'un qui est aussi jeune que le nouveau chef d'État de Burkina, du Mali même, ça peut être plus facile d'avoir un dialogue. Pourquoi? Parce que plusieurs fois, c'est que la vision est différente, les valeurs sont un peu différentes et surtout l'âge n'aide pas. Je pense que la CEDEAO a rendu compte peut-être qu'elle est partie un peu trop loin. Comme vous avez bien dit, ce n'est pas prévu une invasion, ce n'est pas prévu l'occupation d'un État membre. Mais ça a parlé. J'ai eu la chance de ne pas être plus la ministre des Affaires étrangères à l'époque. Et je n'étais plus la présidente du Conseil des ministres parce qu'on a rendu à Nigeria juillet dernier. Mais bien sûr, j'ai entendu, j'ai suivi cette proposition. Et par chance, elle n'était pas prise finalement parce que les États ont rendu compte que ce n'était pas une option. Surtout parce que les conséquences pourraient être beaucoup pires que la solution. Mais ce que je pense est important, c'est que cette alliance que vous avez créée, peut-être ça va même aider à votre intégration à la CEDEAO, parce qu'elle n'empêche pas d'être membre de la CEDEAO. Vous pouvez bien sûr être des États du Sahel et aussi être membre de la CEDEAO. Peut-être c'est une forme de pression sur les autres États de la CEDEAO pour voir que vous avez une autre solution et qu'avec cette alliance, vous aurez la même position et vous aurez peut-être plus de force pour les négociations. Merci beaucoup.